Baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce tout premier épisode de 2021, je vous présente mes meilleurs vœux. Que cette année vous apporte tout ce que vous désirez, une bonne santé et surtout beaucoup de rêves à réaliser. Je suis ravie de partager l'aventure Prends ton baluchon à vos côtés et vous promets plein de futurs épisodes pour continuer à voyager à travers les récits de mes invités. Ce mois-ci, je reçois au micro Luna, qui a fait un tour du monde avec ses parents. Elle nous parle aujourd'hui de l'Australie, de ses coups de cœur en passant par ses déceptions, du désert, des villes, des animaux, mais aussi de la cause aborigène. Un épisode qui promet un vrai dépaysement. Je vous souhaite donc une belle écoute. Prends ton baluchon et ton chapeau, nous partons au pays des kangourous. Bonjour Luna, aujourd'hui nous allons parler ensemble de la destination Australie, mais avant ça, je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais, où tu es, où tu vis. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 16 ans, je viens de rentrer d'un voyage, du coup j'habite nulle part pour l'instant, on bouge un peu de maison tout le temps, mais c'est à côté d'Angers dans l'ouest de la France. D'accord. Alors, tu nous dis que tu viens de rentrer de voyage. Dans quel cadre, justement, tu t'es rendu en Australie ? Dans le cadre d'un voyage de plusieurs mois, dans lequel, avec ma famille, on a visité plusieurs pays. C'était un tour du monde, c'est ça ? Oui, c'était censé être un tour du monde à peu près, mais à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu le finir. Ok. Alors aujourd'hui, on va pas trop parler des autres pays dans lesquels tu t'es rendu, mais plutôt de l'Australie. Donc est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter ton itinéraire ? D'abord, on est arrivé à Darwin dans le nord de l'Australie, tout au nord, seulement pour une nuit pour reprendre un avion le lendemain pour aller dans le centre de l'Australie où on a passé une semaine. Ensuite, on est redescendu en avion à Adélaïde et là, on a pris un autre camping-car pour faire toute la côte et remonter jusqu'à Sydney. Et ensuite, on a repris un avion pour retourner passer une semaine à Melbourne, voir une correspondante qu'on avait accueillie lorsque j'étais en seconde et qui a passé 2 mois chez nous et du coup, on est resté une semaine chez elle. Tu l'as rencontrée dans quel cadre, en fait, cette... En fait, c'est le lycée qui a proposé d'accueillir des étrangers pendant un certain temps, qu'on s'est porté volontaire et on a été famille d'accueil pour cette Australienne. Quand elle est venue en France, tu parlais déjà suffisamment anglais pour échanger avec elle ? Est-ce qu'elle parlait français ? Comment ça s'est passé ? En fait, elle est venue en France dans le cadre des études, donc pour perfectionner son français, donc elle parlait français. C'était vraiment très sympa. Vous aviez le même âge ? Non, elle a 2 ou 3 ans de plus que moi. Mais comme j'ai sauté des classes, elle était à peu près dans la même classe que moi. D'accord, très bien. Et vous aviez déjà fait ça dans ta famille, d'accueillir des échanges ? Non, je crois que ça a été la première, mais ensuite, après, on en a réaccueilli. D'accord. Alors, on va revenir donc à l'Australie avec ton super itinéraire. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes coups de cœur parmi tout ce que tu as visité pendant le mois et demi que tu as passé là-bas ? J'ai bien aimé la ville de Sydney, avec le jardin botanique, il est vraiment beau. Les 12 apôtres aussi, sur la côte sud. C'est quoi alors les 12 apôtres ? C'est des grands cailloux qui sortent, qui sont dans l'eau, mais ils sont vraiment énormes. Et il n'y en a pas 12, mais on les appelle les 12 apôtres. Et c'est un paysage un peu spectaculaire. Ouais, c'est des grandes falaises avec la mer qui est en bas du coup, et c'est grandiose. Donc ça fait partie de tes coups de cœur. Oui, et le Red Center aussi. Est-ce que juste avant de reparler du Red Center, est-ce que tu as été déçue par certains endroits ? Ah si, déjà l'Opéra de Sydney, c'est pas vraiment déçue, mais j'étais un peu... si, je sais pas, on peut pas appeler ça de la déception, mais un peu étonnée parce que pour moi je le voyais vraiment pas comme ça, il était vraiment plus grand et un peu plus moderne, alors qu'en fait c'est des petites, un peu comme du carrelage qui est accroché dessus et je le voyais vraiment beaucoup plus grand. Je m'imaginais vraiment autre chose. Tu me disais que le Red Center, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'a autant marqué? Bah, déjà pour la sensation d'être seule au monde, parce que c'est pas ce dont je m'imaginais de l'Australie. Pour moi, c'était vraiment les plages et les grandes villes. Et en fait, on est arrivé. En plus, c'était la première destination, on va dire, de l'Australie qu'on a faite. Et je suis arrivée dans le désert comme ça, il y avait vraiment personne. Et c'est hyper grand. Tu avais déjà visité d'autres déserts dans le monde ou c'était le premier? Non, c'était le premier en plus. Ton image de l'Australie, est-ce que tu saurais dire d'où elle te venait? Tu sais de quoi ça s'est créé, le côté plage et grande ville? Bah, je pense dans les pubs à chaque fois. Et dans les livres aussi, un peu. À chaque fois, les images qu'on a de l'Australie, elles sont. C'est vraiment la plage avec les immeubles derrière. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux nous parler d'Uluru, qui est, je crois, emblématique du Red Center? Bah, en fait, c'est le plus gros rocher du monde. C'est une grosse pierre rouge en plein milieu du désert, qui est un symbole très fort pour les aborigènes pas parce que c'est leur terre. C'est vraiment très symbolique. En plus, il y a des parties dans le rocher où c'est réservé. En fait, c'est les filles qui se retrouvent à des endroits ou les hommes qui se retrouvent à des endroits pour parler. Et voilà. Et ils se réunissent pour parler, pour prendre des décisions, ou c'est enfin, est-ce que c'est un lieu de décision ou c'est juste un lieu spirituel? Je crois que c'est juste un lieu spirituel. En fait, ils sont très basés sur la spiritualité et l'amour de la nature. J'étais un peu euh, perturbée, on va dire, de voir que ça avait une si grande importance pour les aborigènes et que l'État australien avait repris un peu ce rocher, s'était approprié le rocher alors qu'il appartient un peu à personne et du coup avait autorisé, on avait fait vraiment une attraction touristique et avait autorisé les touristes à monter sur le rocher alors que pour les aborigènes c'est quelque chose de vraiment strictement interdit parce que c'est spirituel et il faut absolument pas y toucher. Donc sans que eux donnent leur autorisation, le gouvernement s'est permis d'ouvrir ce site comme une attraction touristique. Oui, c'est ça. Je crois que depuis quelques mois, c'est terminé, il me semble. Oui, je crois que c'était en janvier 2020 où ils ont finalement rendu inaccessible la montée en haut du caillou. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que c'est une bonne avancée pour les aborigènes parce que peut-être que d'ici quelques années, ils vont pouvoir reprendre leurs droits sur leur terre, même si c'est un peu utopique, je pense. Mais déjà, ils respectent un peu plus les aborigènes et je pense que c'est une belle avancée. D'accord. Est-ce que justement tu peux nous en parler un petit peu plus des aborigènes, nous expliquer qui ils sont? Ce sont les premières personnes qui habitaient en Australie avant l'arrivée des Anglais et de tous les colonisateurs. Ils n'avaient rien demandé à personne et on leur a pris leur terre. Ça m'a un peu touchée, la façon dont on s'est approprié leur terre alors que eux ils voulaient juste vivre tranquillement avec la nature. D'accord. Et donc toi, les conditions de vie dans lesquelles ils ont été déplacés, les conditions dans lesquelles ils sont traités, ça te choque aujourd'hui? Ça te met en colère? Qu'est-ce que tu ressens? Bah oui, je trouve ça honteux que des êtres humains peuvent faire subir ça à d'autres personnes. Ils les traitent un peu comme des animaux sans vie alors que ils sont capables de penser aussi, hein. Et donc ils leur donnent une prime. L'État donne une prime aux aborigènes pour que ils partent de leur terre et qu'ils se révoltent pas. Est-ce que tu avais déjà été confronté à cette problématique de l'État qui ne respecte pas certains groupes ethniques dans un pays, dans l'un des pays par exemple que tu as visité avant, ou est-ce que tu en étais consciente avant de partir? Moi, j'étais pas consciente que ça se passait comme ça en Australie, donc c'est pour ça que ça m'a un peu choquée. Mais je l'ai pas vu dans d'autres pays parce que c'est passé, mais au Cambodge par exemple avec les Khmers rouges, ça s'est passé, mais je l'ai pas vu de mes propres yeux. Là, il y avait un côté concret et réel et surtout actuel auquel tu étais peut-être pas préparé. Je pensais pas que dans un pays aussi occidentalisé et que ça puisse se faire vraiment sans que ça soit caché. Que c'était vraiment tout le monde pouvait voir ça et ça les dérangeait pas.
Oui, je comprends. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu gardes en mémoire, que tu as envie d'approfondir ou voilà, tu as appris ça et maintenant tu passes à autre chose? Bah, j'ai appris ça et du coup, ça me donne encore plus envie de respecter la nature et ceux qui y habitent. Je vois pas pourquoi on les délogerait pour en faire quelque chose de touristique ou de quelque chose qui rapporte de l'argent alors que c'était pas vraiment le but. Super. Et pour revenir au Red Center, puisque c'est un désert, comment vous vous êtes déplacé? On avait loué un camping-car pendant une semaine et du coup, le soir, on dormait dans des camps gratuits sur le bord de la route, il y en a, avec des toilettes et de l'eau. Du coup, on passait nos nuits tout seul au milieu du désert. Je crois que vous êtes une famille nombreuse. Comment ça s'est passé le camping-car à 6? Bah, c'était plutôt positif, je trouve, parce que en fait, on arrivait de 3 mois d'Asie où on bougeait tous les jours avec nos sacs à dos, et donc là, ça a permis de nous poser un peu, de continuer à bouger tous les jours, mais sans refaire son sac et tout ça à chaque fois, et du coup d'avoir un peu plus de repères. Après, on était souvent dehors la journée, donc c'était pas trop dérangeant d'être dans un camping-car, je trouve. Ok. Tu dis que vous étiez plutôt dehors la journée. Il fait généralement très très chaud là-bas. Comment ça s'est passé pour vous? On était sur la fin de l'automne, donc il faisait pas non plus hyper chaud, mais il faisait 33, 35, 37, quelque chose comme ça. Mais ça va, c'était supportable. Ce qui était un peu plus énervant, c'était les mouches, parce qu'il y en a vraiment partout. Et donc on est obligé de porter des filets sur la tête pour pas en manger. Il y en a tellement qu'on peut pas parler sans en manger, ou après rentre dans les oreilles, dans le nez et tout ça. Ouh. Et justement, est-ce que vous avez vu des animaux un peu plus sympas que les mouches? Bah, dans le désert, c'est un peu mort quand même. Bah, c'est mon père et mon frère qui ont vu un kangourou une fois. Et après, on n'a pas vu grand-chose. On a vu des araignées et beaucoup de gros lézards, un peu comme des iguanes. Mais sinon, c'était... tout était vraiment cramé, il y avait pas beaucoup de végétation et tout ça. Donc on n'a pas pu voir beaucoup de faune dans le désert. D'accord. Et ailleurs, est-ce que vous avez vu des animaux? Ah oui, on en a vu plein près de... Entre Melbourne et Sydney. On a vu plein de koalas, des serpents aussi. Ouais. Bah, des kangourous aussi. T'as jamais eu peur des serpents, des araignées? C'est un petit peu parfois ce qui peut faire peur quand on parle de l'Australie. Comment toi, tu l'as pris? Bah, j'avais peur d'en croiser, mais en fait, les araignées elles faisaient pas tellement peur. Et quand je me suis retrouvée face à face avec un serpent, bizarrement, j'ai pas eu peur. Et c'était une vraiment très grosse couleuvre, et du coup, elle est passée comme ça, elle a fait son chemin. Et je me suis juste arrêtée. Ça m'a vraiment pas fait peur, contrairement à ce que je pensais. Donc au final, c'est pas aussi pire que ce qu'on peut envisager. Il faut pas s'arrêter de voyager pour les animaux. Ah bah non, surtout qu'on en a vu les animaux vraiment dangereux, il y en avait pas. Ou alors ils prévenaient quand ils avaient vu des serpents, par exemple, à cet endroit-là. Mais on n'a pas vu d'animaux spécialement dangereux. Est-ce que tu as des conseils à donner, peut-être, je sais pas, les chaussures fermées, les choses comme ça? Ah bah oui, bah marcher avec des chaussures fermées, mais c'est pas forcément obligatoire parce que souvent c'est plus les animaux qui ont peur que nous. Ils partent avant qu'on arrive. Mais c'est quand on est dans un camping-car, par exemple, faut vraiment fermer les fenêtres pour pas qu'ils rentrent. Bah, ou moins mettre la moustiquaire. Et puis pas laisser traîner à manger un peu partout parce que sinon ils viennent. Ça les attire? Ouais. D'accord. Et sinon, alors, dans les animaux qui t'ont marqué, mais de manière positive, qu'est-ce que tu retiens? Je dirais les koalas, c'est la première fois que j'en voyais. Et les kangourous aussi. J'en avais déjà vu, mais pas en liberté comme ça. Et des fois, on en a vu le soir quand on dormait. Il y en avait vraiment plein, plein, plein. Donc c'était incroyable. Et alors, c'est gentil? Ça a un peu peur quand même. Et souvent, dans des camps où il y a beaucoup de personnes, ils sont un peu apprivoisés parce qu'ils viennent pour la nourriture. Mais les vraiment sauvages, ils ont peur. Je suis jamais allée les toucher parce que c'est quand même un peu dangereux, hein. Quand ça veut pas être touché, ça peut mordre et se mettre debout et te frapper. Donc c'est pas forcément gentil. Et ça fait quelle taille? C'est très grand, j'ai été surprise parce que je pensais pas qu'ils pouvaient être si grands. Mais il y a des mâles, ils m'arrivaient à la taille quand ils étaient assis. Je les ai jamais vus debout, mais debout ils peuvent être grands. Ouais, je crois que les plus gros peuvent monter jusqu'à 1,80 m, il me semble. Oui, c'est ça, quand ils sont debout, ils sont vraiment grands. Et au-delà des animaux, est-ce que vous avez fait des rencontres particulières, des habitants, des gens qui t'ont marqué, toi? Oui, il y a un monsieur
qu'on a pris un stop dans le centre de l'Australie, du coup dans le désert, qui rentrait à son camp. Il était vraiment gentil, un Australien qui travaillait pour une agence de tourisme dans le désert. Et du coup, il nous a invités à dormir dans son espace où il dormait pendant 2 nuits. Il était vraiment très gentil. Il a pu vous faire découvrir son désert à lui. Bah oui, on l'a pris le soir, du coup il nous a emmenés dans un endroit où c'était vraiment joli, c'était un lac un peu desséché, du coup il n'y avait plus d'eau, mais le sable il était vraiment rouge à cet endroit-là, c'était très beau. Et ensuite il nous a emmenés sur un espèce de petit rocher pour voir Uluru avec le coucher de soleil, et c'était beau. Waouh! C'est vrai qu'on a oublié quand même, je crois, de préciser que si ça s'appelle le Red Center, ça veut dire le centre rouge, c'est parce que c'est pas un désert de sable jaune comme on peut l'imaginer. Oui, le sable il est vraiment orange ou même rouge, avec le coucher de soleil c'est encore plus rouge, c'est vraiment beau. Ouais, ça fait comme une belle carte postale. Ah ouais. D'accord. J'ai une dernière question. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de l'Australie? Est-ce que tu aimerais y retourner un jour? Dans quelle région? Euh, je pense que c'est un très grand pays. Même en fait, quand on n'est pas en Australie, on n'a pas forcément conscience de la taille du pays. C'est vraiment immense le nombre de kilomètres qu'il faut faire pour parcourir les villes. Et en fait, je pensais aussi que les villes, il y avait vraiment beaucoup de grandes villes, alors qu'en fait, il y a 5 plus grandes villes et ensuite c'est que des petits villages un peu éparpillés. Et sinon, c'est que vraiment, c'est désertique et il n'y a pas forcément beaucoup de population. Et chaque endroit de l'Australie est totalement différent parce que c'est un pays énorme qui fait quasiment la taille d'un continent. Donc chaque région est totalement différente et il faudrait plus d'une année pour vraiment tout découvrir. Donc j'aimerais bien y retourner pour voir d'autres parties. Et même retourner entre Adélaïde et Sydney. Adélaïde, on n'y est pas vraiment resté et c'est vraiment une très jolie ville, donc j'aimerais bien y retourner. Oui, tu me parlais des villes. À quoi ça ressemble une ville australienne finalement? Une très grande ville et ensuite autour il n'y a rien. C'est juste une grande ville implantée dans un décor désertique. D'accord. Et au niveau des bâtiments, des constructions, est-ce que c'est comme on a en Europe ou en France ou c'est différent? Les maisons, elles sont pas toutes fabriquées avec de la pierre, un peu comme en France. Ça, c'est un peu différent de l'Europe. C'est que elles sont facilement démontables. Bah, souvent, c'est des maisons un peu comme des mobil-homes, avec la matière du mobil-home, là, je sais pas comment on dit ça. C'est vraiment pas très solide. Et il n'y a pas vraiment d'uniformité dans les maisons, c'est un peu différent. Bah, sauf dans les quartiers un peu résidentiels, c'est comme aux États-Unis où il y a la petite pelouse devant et après c'est toutes les mêmes maisons. Voilà. Après, il y a certaines maisons aussi où c'est un peu un vieux style un peu victorien. Et dans les centres-villes, est-ce qu'il y a aussi des buildings, des grands immeubles, des grandes tours? Oui, à Sydney par exemple, il y a un centre des affaires, on va dire, avec des grands bâtiments, mais c'est tout. Dans les grandes villes que toi tu as vues, est-ce que tu as une favorite entre Sydney, Melbourne ou Adélaïde, qui est un peu plus petite? Adélaïde, on l'a pas vraiment découverte, on y est juste passé, donc je pourrais pas dire. Mais entre Sydney et Melbourne, en fait, j'ai beaucoup aimé l'architecture de Melbourne. Et c'est un peu plus petit, moins extravagant, je dirais. Mais j'ai bien aimé aussi l'ambiance qu'il y avait à Sydney. Et je pense qu'au niveau architecture et bâtiments et musée qu'il y a, je pense que je choisirais Melbourne comme ma préférée. D'accord. Donc Melbourne, on précise, c'est bien sur la côte sud. Oui. C'est ainsi que se termine la première partie de l'épisode de Luna. J'espère que vous aurez appris plein de choses grâce à son témoignage et que l'Australie fait désormais partie de votre bucket list de voyage. On la retrouve dans 15 jours pour aborder un pan plus philosophique du voyage, la découverte du monde, mais aussi de soi. Je compte sur vous d'ici là pour soutenir le podcast. Vous pouvez partager l'épisode sur les réseaux sociaux et auprès de votre entourage, mais aussi me donner 5 étoiles si vous utilisez iTunes.
À ce propos, Prends ton baluchon est toujours diffusé sur le site prendtonbaluchon.fr, sur toutes les plateformes de podcast, sur la web radio Allô la planète et sur YouTube. À bientôt!